Je m'appelle Audrey Cole. J'ai 39 ans et j'ai appris il y a longtemps que l'humiliation semble la plus cruelle lorsqu'elle est exprimée poliment. Mon frère en a fait la preuve 3 soirs avant un dîner de famille censé célébrer son avenir. Son message est arrivé alors que j'étais encore à mon bureau, et au début, il semblait assez inoffensif, juste un autre changement de dernière minute, une autre petite instruction d'une famille qui m'avait toujours réduite à quelque chose de plus facile à expliquer. Puis j'ai lu la partie sérieuse. Il disait que je pouvais assister au dîner avec la famille de sa fiancée, mais que je ne devais dire à personne que j'étais sa sœur. Le père de celle-ci était un juge fédéral, et ce serait embarrassant. Quelques minutes plus tard, ma mère a appelé pour arranger les choses de cette voix précautionneuse qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle voulait me faire accepter quelque chose de laissant que cela ne soit gênant pour qui que ce soit d'autre. Elle a dit qu'il serait préférable que je m'assoie à l'une des plus petites tables au fond, près de la porte de service, juste pour une soirée, juste pour que tout le monde soit à l'aise. À l'aise pour qui? Elle ne l'a pas dit. C'était le propre de ma famille, ils n'avaient jamais besoin de crier pour que leur message soit clair. Mon frère avait droit au projecteur, j'avais droit à l'explication. Il était présenté avec fierté, j'étais géré, caché, diminué. Et pourtant, je leur ai dit que je viendrais. Je me présenterai à l'heure, je m'assiérai là où ils le voulaient et je ne dirai rien qu'ils n'aient approuvé. Ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'est que l'homme qu'ils mouraient d'envie d'impressionner saurait exactement qui j'étais dès la seconde où il verrait mon visage. Alors, avant de vous raconter ce qui s'est passé lorsqu'il s'est arrêté à ma table et que toute la salle a fait silence, dites-moi ceci, que feriez-vous si votre propre famille ne vous accueillait qu'en prétendant que vous ne lui apparteniez pas du tout? Je n'ai pas répondu à mon frère tout de suite. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur le bureau de mon cabinet et j'ai fixé le reflet sombre de l'écran pendant quelques secondes, car certaines insultes arrivent si proprement qu'elles ne semblent pas réelles au début. Elles semblent répétées, familières. Même ce message n'était pas sorti de nulle part. Il résultait de 39 ans de traitement comme la pièce de l'histoire familiale qui ne correspondait jamais à la version qu'il voulait raconter en public. Mon frère avait toujours été celui dont on se souvenait. Il était charmant sans effort, bruyant de la bonne manière, et élevé avec ce genre de confiance qui ne vient que lorsqu'on sait que la pièce entière se pliera à votre volonté. Mes parents ont construit leur vie autour de cette confiance. Ils ont injecté de l'argent dans des écoles privées, des programmes d'été, des camps de débat, du coaching pour les admissions universitaires, tout l'échafaudage invisible qui donne l'impression que le succès est naturel vu de l'extérieur. Lorsqu'il a été admis dans une université prestigieuse, ils en ont parlé comme si notre nom de famille avait enfin été racheté. Lorsqu'il a décroché un poste élégant à Boston, ils ont répété son titre si souvent qu'on aurait cru qu'il avait plaidé devant la Cour suprême. J'ai pris un chemin différent, le genre de chemin que personne dans ma famille n'a jamais trouvé assez intéressant pour le mémoriser. J'ai commencé dans un collège communautaire parce que c'était tout ce que je pouvais me permettre. J'ai été transféré grâce à une bourse, j'ai travaillé tard, j'ai emprunté ce qu'il fallait, et j'ai continué. L'école de droit fut identique, pas de filet de sécurité, pas d'applaudissements, juste de l'épuisement, de la discipline et la compréhension tacite que si je voulais un jour une vraie vie, je devrais la construire de mes propres mains. Je suis devenu procureur fédéral adjointe et j'ai passé des années à poursuivre des affaires de fraude et de corruption publique qui rendaient les hommes puissants très nerveux. Après cela, j'ai été assistante juridique pour la juge Myriam Caldwell, l'un des esprits les plus vifs du premier circuit, une femme dont les exigences pouvaient dépouiller l'ego de n'importe qui en moins de 10 minutes. Elle a été la première personne de ma vie à me regarder et à voir non pas ce qui me manquait, mais ce que j'étais capable de porter. Au fil du temps, elle est devenue plus qu'un mentor, elle est devenue ce qui se rapprochait le plus d'avoir été choisie sans condition. Quand je lui ai parlé du dîner, je m'attendais à de l'irritation de sa part pour moi. Ce que j'ai eu à la place, c'est le silence, puis une expression très figée que j'avais appris à respecter. Elle m'a demandé le nom de la fiancée de mon frère. Puis elle a demandé le nom de son père. Au moment où je l'ai prononcé, quelque chose a changé sur son visage. Elle s'est appuyée contre son fauteuil et a laissé échapper un infime souffle d'incrédulité. Puis elle a dit, alors c'est lui qu'ils essaient d'impressionner. Je lui ai demandé si elle le connaissait.
Elle m'a lancé un regard par-dessus le bord de sa tasse de café et a dit, « Audra, cet homme a cité vos avis juridiques plus d'une fois dans des remarques publiques. Il sait exactement qui vous êtes. » C'est à ce moment-là que la tournure de la soirée a changé. Non pas parce que je voulais me venger, pas encore, mais parce que pour la première fois, je réalisais que je n'entrerais pas seule dans cette salle. Et mon frère n'avait aucune idée que la personne qu'il avait le plus honte de revendiquer était la seule personne de tout ce dîner qu'il ne pourrait jamais ignorer une fois que la vérité éclaterait au grand jour. Le vendredi soir venu, j'avais déjà décidé de deux choses, je ne donnerais pas à ma famille la satisfaction de me voir déstabilisée, et je ne faciliterais pas leurs mensonges en les aidant à le raconter. La juge Caldwell est venue me chercher juste après 18 heures, et nous avons roulé vers la ville sous un ciel froid de Boston qui rendait tout plus tranchant qu'il n'y paraissait. Elle n'a pas perdu de mots en réconfort, ce n'était pas son style. Elle m'a simplement jeté un regard, a noté la robe noire, les talons discrets et le calme que j'avais revêtu comme une armure, et a dit, « Bien. Laissez-les vous sous-estimer en paix. » L'Union Club était exactement le genre d'endroit que mon frère trouvait enivrant, bois sombre, cuivre poli, fortune discrète et portraits d'hommes qui avaient probablement bâti leur réputation avant que quiconque dans la salle ne soit né. La salle à manger privée surplombait les lumières de la ville, et chaque table était disposée avec le genre de précision censée signaler la classe sans jamais avoir à prononcer le mot. Quand nous sommes entrés, j'ai vu ma famille avant qu'ils ne me voient. Mes parents souriaient déjà trop fort. Mon frère se tenait près du centre de la pièce, la main à la taille de sa fiancée, arborant l'expression qu'il portait toujours lorsqu'il croyait être enfin vu par les bonnes personnes. Elle était élégante, posée, et vêtue comme quelqu'un qui avait grandi sans jamais douter de sa place dans de tels endroits. À la seconde où mon frère m'a remarqué, la couleur de son visage a changé. Il a traversé la pièce rapidement, mais pas assez pour paraître paniqué aux yeux des autres. Entre ses dents, avec un sourire crispé toujours figé sur le visage, il m'a dit que j'étais en retard, même si ce n'était pas vrai. Puis ses yeux se sont tournés vers la juge Caldwell, et pendant une demi-seconde, j'ai vu de la confusion. Il ne la reconnaissait pas, mais il reconnaissait l'importance quand elle entrait dans une pièce. Avant qu'il ne puisse demander quoi que ce soit, sa fiancée est apparue à ses côtés, gracieuse de cette manière polie que certaines personnes apprennent avant même d'avoir l'âge de conduire. Elle m'a salué comme une étrangère envers qui on lui avait dit d'être gentille, et mon frère m'a présenté avec un niveau de malhonnêteté presque impressionnant. Il ne m'a pas appelé sa sœur. Il a dit, « Voici Audra. » Elle donne un coup de main au tribunal. Je l'ai regardé un instant de plus qu'il n'était confortable, mais je ne l'ai pas corrigé. C'est à ce moment-là qu'il s'est détendu un peu. Il pensait que le silence signifiait la reddition. Ma mère est venue ensuite, a embrassé l'air près de ma joue et m'a dit qu'il m'avait réservé une place au fond où ce serait plus calme. Plus calme, signifiait hors de vue. Ma table était la plus petite de la pièce, installée près de l'entrée de service, là où le personnel entrait et sortait avec une invisibilité pratiquée. De là, j'avais une vue dégagée sur la table d'honneur, où mon frère était assis avec sa fiancée et les parents de celle-ci, comme s'il avait répété ce rôle toute sa vie. La juge Caldwell a pris place non loin de moi, assez près pour observer, assez loin pour laisser la soirée se dérouler exactement comme les gens l'avaient prévu. Je me suis assise, j'ai croisé les mains sur mes genoux et j'ai laissé la pièce se révéler. Mon frère riait trop fort. Mon père s'efforçait trop. Ma mère scrutait sans cesse les visages en quête d'approbation. La mère de la fiancée était charmante d'une manière contrôlée, mais son père était différent. Il parlait peu, observait beaucoup et dégageait le genre d'autorité qui n'a pas besoin de s'annoncer. Je comprenais pourquoi mon frère était désespéré de l'impressionner. Les hommes comme lui n'influençaient pas seulement les assemblées, ils les définissaient. La première série de toasts a commencé, et j'ai remarqué autre chose, l'homme que ma famille essayait si fort d'impressionner n'était pas particulièrement captivé par tout cela. Il écoutait, il hochait la tête, il souriait quand il le fallait, mais de temps en temps, son regard errait comme s'il mesurait quelque chose que le reste de l'assemblée n'avait pas remarqué. Puis, juste avant que le service du dîner ne s'installe, il s'est levé et a pris un plateau de flûte de champagne des mains de l'un des serveurs. C'était apparemment une habitude chez lui, quelque chose de personnel et de démodé. Il aimait faire le tour de la salle lui-même, saluant les invités table par table avant le plat principal.
Je les regardais passer d'une table à l'autre, échangeant quelques mots plaisants, serrant une main ici, offrant un sourire poli là. Mon frère avait l'air presque surexcité, comme si ce simple geste était déjà devenu une partie de la légende familiale qu'il prévoyait de raconter pendant les 20 prochaines années. Puis le juge s'est tourné vers le fond de la pièce et a commencé à marcher dans ma direction. À ce moment-là, je ne pense pas que quiconque à la table d'honneur prêtait beaucoup d'attention. Pour eux, j'étais exactement là où ils voulaient que je sois, silencieuse, petite et sagement à l'écart. Mais dès qu'il a atteint ma table et a bien vu mon visage, toute son expression a changé. Il s'est arrêté si brusquement que le plateau a basculé dans ses mains et l'une des flûtes de champagne a produit un tintement doux et sec contre une autre. Pendant une seconde, il m'a simplement fixé, pas avec confusion, ni avec l'effort poli de quelqu'un essayant de situer un visage, mais avec une reconnaissance indubitable. Puis il a posé le plateau sur le coin vide de ma table et s'est redressé comme si l'instinct avait pris le dessus avant que la réflexion ne puisse rattraper son retard. Sa voix, quand elle est venue, n'était pas désinvolte. Elle portait loin. Madame la juge Cole, je ne savais pas que vous seriez ici ce soir. La salle s'est figée de la manière dont seules les salles riches et bien dressées peuvent se figer, où le silence est immédiat car tout le monde comprend d'un coup que quelque chose a basculé. Mon frère s'est tourné le premier, puis mes parents, puis sa fiancée. Je me suis levée par habitude, et avant que je ne puisse dire un mot, le juge Theodore Ward a pris ma main dans ses deux mains et m'a adressé le genre de salutation respectueuse réservée à des collègues, pas à des invités distants cachés près d'une porte de service. « C'est merveilleux de vous revoir », a-t-il dit, ayant toujours l'air sincèrement surpris. « J'ai lu votre avis juridique dans l'affaire de confidentialité à Lowey 2 fois. J'ai dit à 2 de mes assistants que s'ils voulaient apprendre à construire un argument sans gaspiller une seule phrase, ils devraient commencer par là. » À ce moment-là, tous les visages de la pièce étaient tournés vers nous. Mon frère semblait s'être vidé de tout son sang d'un coup. L'expression de sa fiancée était plus difficile à lire. Au début, c'était de la confusion, puis de l'incrédulité, puis la première fissure de quelque chose de bien plus laid commençant à se former. Ma mère a laissé échapper un rire nerveux et s'est avancée trop vite, comme si elle pensait que l'élan seul pouvait contrôler l'histoire. Elle a balbutié quelque chose de faible sur le fait que j'étais modeste et que je n'aimais pas l'attention, mais le juge Ward l'a à peine regardé. Son attention restait fixée sur moi. Il m'a demandé pourquoi je ne lui avais pas dit que je serais là. J'ai failli répondre, mais il n'y avait aucune raison de sauver qui que ce soit de ce qu'ils avaient eux-mêmes construit. Avant que je ne puisse décider quelle part de vérité offrir, la juge Caldwell s'est levée et a traversé la pièce avec ce genre de confiance tranquille qui pousse les gens à s'écarter sans même s'en rendre compte. « Théodore, dit-elle, j'avais le sentiment que cette soirée pourrait vous surprendre. » Il s'est tourné, l'a reconnu immédiatement, et sa surprise s'est transformée en quelque chose de proche de l'incrédulité. « Myriam, c'est vous qui l'avez amenée ? » « Bien sûr que je l'ai amenée, » répondit la juge Caldwell. J'étais curieuse de voir combien de temps il faudrait avant que quelqu'un dans cette salle ne réalise qui était assis au fond. Personne ne parla après cela. Il n'y avait plus nulle part où se cacher. Le juge Ward regarda Myriam, puis moi, puis se tourna vers la table d'honneur où mon frère se tenait toujours, pétrifié à côté de la femme qu'il avait prévu d'épouser pour accéder au pouvoir. Il posa la question calmement, mais le calme rendait la chose pire. Pourquoi la juge Audrey Cole est-elle assise ici, près de la porte de service? Mon frère ouvrit la bouche, mais rien d'utile n'en sortit. Il tenta un sourire qui s'effondra avant d'être formé. Il dit qu'il y avait eu une confusion avec le plan de table. Puis il commit l'erreur qui détruisit toute chance qui lui restait. Il ajouta, Audra ne se soucie pas vraiment de l'endroit où elle est assise. C'était une phrase si courte, mais elle racontait toute l'histoire. C'était la voix de quelqu'un qui avait passé sa vie à décider de ce que je méritais ou non, en supposant que j'accepterais la version qu'il me tendait. Les yeux du juge Ward s'animèrent d'une lueur acérée. Sa fille regarda mon frère comme si elle voyait un étranger sortir de derrière un visage familier. Je pouvais presque sentir la pièce se réorganiser autour de la vérité. Puis le juge Ward tira la chaise en face de moi et s'assit à ma table au lieu de retourner à la sienne. Ce seul choix eut plus d'impact qu'une accusation publique n'aurait pu en avoir. Il n'éleva pas la voix, il ne créa pas de scène.
Il fit simplement comprendre devant tout le monde quelle personne dans la pièce commandait son respect. Et à ce moment-là, mon frère comprit enfin ce que cela faisait d'être celui qui restait debout au mauvais endroit sous le regard du monde entier. Pendant quelques longues secondes, personne ne bougea. Les serveurs semblèrent percevoir la tension et disparurent par les portes latérales avec cette efficacité silencieuse que seuls les lieux onéreux maîtrisent. Mon frère se tenait toujours près de la table principale, une main à moitié levée comme s'il pensait pouvoir d'une manière ou d'une autre reprendre le contrôle par la parole s'il trouvait la bonne phrase assez vite. Il n'en trouva aucune. Le juge Ward posa une main sur la table près de son verre et le regarda directement. Sa voix resta égale, ce qui rendit chaque mot plus percutant. J'ai posé une question simple. Pourquoi la juge Audrey Cole est-elle assise ici au fond ? Ma mère intervint la première parce que cela avait toujours été son instinct dès que la vérité s'approchait trop. Elle afficha un sourire fragile et dit qu'il y avait eu un malentendu avec le plan de table, que tout s'était passé dans la précipitation, que personne ne pensait à mal. La juge Caldwell ne la laissa pas prononcer plus de 2 phrases. Elle chercha dans son sac, sortit son téléphone et me regarda une fois comme pour me donner la chance de l'arrêter. Je ne dis rien. Elle tourna l'écran vers le juge Ward et dit « Je pense que la disposition des places était en fait très intentionnelle. » Puis elle lut le message à haute voix, pas un résumé, pas une version adoucie, mais les mots exacts. Mon frère m'avait dit que je pouvais venir, mais que je ne devais pas dire que j'étais sa sœur parce que le père de sa fiancée était un juge fédéral et que ce serait embarrassant. Le silence qui suivit fut pire que des cris. C'était le genre de silence qui ne laisse aucune place au déni car tous ceux qui s'y trouvent ont entendu la même vérité au même moment. Geneviève fixait mon frère comme si elle attendait qu'il rie et dise que tout cela était un malentendu, mais il était trop assommé pour jouer la comédie. Mon père regardait la nappe comme s'il pouvait y avoir une réponse brodée dedans. Ma mère devint pâle. Le juge Ward ne réagit pas immédiatement. Il tendit simplement la main, et la juge Caldwell lui passa le téléphone. Il lut le message lui-même lentement, puis le relut. Quand il leva enfin les yeux, son visage était devenu froid d'une manière qui semblait presque familière au tribunal, comme si un interrupteur privé en lui était passé de la courtoisie sociale à la clarté judiciaire. Il demanda à mon frère si le message était authentique. Miles déglutit difficilement et dit que cela paraissait mal hors contexte. Hors contexte ? Même maintenant, c'était ce à quoi il se raccrochait, pas des excuses, pas de la honte, juste un plaidoyer pour un meilleur cadre. Geneviève laissa échapper un petit son à côté de lui, pas tout à fait un soupir, pas tout à fait un rire, mais quelque chose de proche d'une incrédulité tournant au dégoût. Elle se tourna vers lui et demanda, « Tu m'as dit qu'elle faisait du travail administratif au tribunal. Tu m'as dit qu'elle n'avait presque aucun contact avec la famille. Tu m'as dit qu'elle n'aimait pas les événements officiels. » Mon frère essaya de répondre aux 3 mensonges à la fois et ne réussit qu'à s'embourber davantage. Il dit qu'il avait essayé de garder la soirée simple. Il dit qu'il ne voulait pas que les choses deviennent gênantes. Il dit qu'il pensait qu'en me présentant comme sa sœur, cela détournerait l'attention du dîner. C'est alors que le juge Ward reprit enfin la parole, et tous les regards de la pièce se portèrent sur lui. Il dit, non, ce que vous redoutiez, c'était la comparaison. Il posa le téléphone avec précaution sur la table et s'adossa à sa chaise, toujours calme, toujours dévastateur. Vous n'avez pas caché votre sœur pour protéger la soirée. Vous l'avez cachée parce que vous saviez que la vérité à son sujet rendrait chaque histoire que vous avez racontée sur vous-même plus insignifiante. Personne ne le contredit car personne ne le pouvait. La justesse de ces mots frappa la pièce comme une porte qui claque. Le visage de Geneviève changea en premier. La confusion avait disparu maintenant, à sa place se trouvait l'humiliation. Oui, mais sous cette humiliation, il y avait de la colère, le genre de colère qui survient lorsqu'une personne réalise qu'elle n'a pas seulement été trompée, mais transformée en complice de la malhonnêteté d'autrui. Elle demanda à mon frère combien de fois il avait fait cela auparavant. Il répondit que ce n'était pas comme ça. Elle demanda si mes parents étaient au courant. Aucun d'eux ne répondit assez vite. Ce délai lui apprit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. La juge Caldwell n'avait pas besoin d'en rajouter, mais elle fit ce que font les personnes d'expérience quand les menteurs commencent à espérer que l'émotion brouillera les faits, elle apporta de la précision. Elle expliqua,
du ton le plus sec possible, que j'avais servi comme procureur fédéral adjointe pendant des années, que je m'étais bâti une réputation sur des affaires complexes de corruption, que mes avis juridiques depuis le siège avaient déjà attiré l'attention nationale dans les cercles juridiques, et que quiconque dans cette salle respectait réellement la loi aurait dû reconnaître mon nom bien avant ce soir. Le juge Ward hocha la tête à ces mots. Puis il regarda Geneviève et dit quelque chose qui sembla briser tout ce qui restait de la soirée. J'ai cité les raisonnements de votre sœur lors de discussions avec mes assistants. J'ai recommandé ses écrits à de jeunes avocats. Et cet homme l'a assise au fond de la pièce, près d'une porte de service, parce qu'il pensait que son existence pourrait l'embarrasser. Les épaules de mon frère s'affaissèrent d'un cran, de la manière dont les gens rétrécissent physiquement lorsqu'ils réalisent que le charme les a abandonnés. Il fit un pas vers ma table, essayant enfin de s'adresser directement à moi. Mais je soutins son regard avec le même calme que j'avais arboré toute la soirée. Je n'élevai pas la voix. Je ne vins pas à son secours. Je le laissai simplement se tenir au milieu de la vérité qu'il avait créée. Il prononça mon nom comme s'il s'attendait à ce que la familiarité le sauve. Ce ne fut pas le cas. L'expression du juge Ward se durcit encore, et lorsqu'il parla à nouveau, il y eut une finalité que tout le monde perçut. Un homme qui efface sa propre sœur pour paraître plus impressionnant n'est pas un homme à qui je peux confier l'avenir de ma fille. Cette phrase fit ce qu'aucun argument ne pouvait faire. Elle mit fin à la représentation. Mon frère cessa d'essayer de s'expliquer et commença à paraître effrayé. Ma mère s'assit sans le vouloir, comme si ses genoux avaient pris la décision pour elle. Mon père se couvrit la bouche d'une main, et Geneviève, fixant toujours l'homme qu'elle avait prévu d'épouser, commença lentement à retirer sa bague de fiançailles. Personne ne respira pendant que Geneviève faisait glisser la bague de son doigt. Elle ne le fit pas de manière théâtrale. C'est ce qui rendit la chose plus dure pour lui. Il n'y eut pas de larmes, pas de mains tremblantes, pas de discours désespérés sur la trahison. Elle regarda simplement la bague pendant une seconde comme si elle appartenait à une version de la soirée qui n'existait plus, puis la posa à côté de son verre d'eau avec un léger clic qui sembla pourtant plus sonore que tout ce qui s'était passé de la nuit. Mon frère la regarda comme s'il ne comprenait pas ce qu'il voyait. Puis il la regarda, et pour la première fois depuis que le juge Ward m'avait reconnu, son visage montra quelque chose de réel, la panique. Il prononça son nom une fois, doucement, comme s'il pensait que cela pouvait encore être réglé en privé s'il gardait la voix assez basse. Geneviève ne se rassit même pas. Elle s'éloigna de lui et dit la seule chose que les hommes comme mon frère ne s'attendent jamais à entendre de la part des femmes pour qui ils ont passé des mois à jouer la comédie: tu ne m'as pas seulement menti. Tu as menti sur le genre d'homme que tu es. Mon frère essaya immédiatement de se tourner vers moi car c'était son instinct, même maintenant. Il voulait que la solution vienne de la même personne qu'il venait d'essayer d'effacer. Il traversa la moitié de la pièce et s'arrêta près de ma chaise, parlant de cette voix tendue et urgente que les gens utilisent lorsqu'ils veulent le pardon avant d'avoir acquis le droit de le demander. Audra, s'il te plaît, on peut se parler dehors une seconde? Il disait cela comme si je lui devais de l'intimité, comme si je devais l'aider à contenir le désordre qu'il avait créé en public. Je levai les yeux vers lui et vis ce que j'avais passé la majeure partie de ma vie à voir trop tard. Il n'était pas désolé parce qu'il comprenait la cruauté de ce qu'il avait fait, il était désolé parce que l'Assemblée avait enfin cessé de le récompenser pour cela. Alors je gardai une voix calme et dis, non. Tu étais à l'aise pour m'humilier devant une salle pleine d'inconnus. Tu peux entendre ma réponse devant eux aussi. Cela le frappa plus fort que si j'avais crié. Il tressaillit, et plusieurs personnes à la table d'honneur détournèrent le regard, soudain fascinés par leurs verres, leurs serviettes ou les lumières de la ville derrière les fenêtres. Le juge Ward se leva alors pas brusquement, pas avec colère, mais avec cette autorité qui fait que le mouvement lui-même ressemble à un verdict. Il dit à Geneviève de prendre son manteau si elle était prête à partir. Puis il se tourna vers mon frère et dit que le mariage n'aurait pas lieu et qu'il n'y aurait plus aucune discussion sur le financement, l'organisation ou les présentations familiales. La sentence était nette, finale et non négociable. Ma mère retrouva sa voix alors, mais elle sortit frêle et désespérée. Elle dit que tout le monde surréagissait. Elle dit que la famille disait parfois des choses blessantes. Elle dit que mon frère avait fait une erreur et ne devrait pas tout perdre pour un seul message.
La juge Caldwell la regarda avec la même expression qu'elle réservait aux avocats négligents dans sa salle d'audience et dit, « Ce n'était pas un seul message. C'était une habitude qui a fini par rencontrer des témoins. » Cette réplique sembla dépouiller la pièce de sa dernière défense parce qu'elle avait raison. Le texte n'était qu'une preuve, l'offense réelle durait depuis des années. Mon père essaya une fois de s'adresser directement à moi, mais les mots moururent quelque part entre sa bouche et la table. Il avait passé trop d'années à ne rien dire quand le silence l'avantageait. Il était trop tard pour faire passer cela pour de la sagesse maintenant. Geneviève revint avec son manteau sur le bras. Elle ne regarda plus mon frère. Elle me regarda, moi. Il y avait de l'humiliation sur son visage, mais il y avait aussi quelque chose de plus assuré, quelque chose de presque reconnaissant sous le choc. « Je suis désolée, dit-elle doucement. J'aurais dû poser de meilleures questions. J'hochai la tête car c'était la seule réponse honnête que j'avais. Elle partit avec ses parents un instant plus tard et toute la température de la pièce chuta avec eux. Le dîner était terminé, même si la moitié des assiettes n'avaient pas été touchées. Les conversations qui sonnaient autrefois chaleureuses et polies s'étaient tues. Tout ce qui restait était le naufrage d'une performance après que le public avait cessé d'y croire. Mon frère fit une dernière tentative. Il prononça mon nom à nouveau, plus doucement cette fois, comme si nous étions des enfants et qu'il pouvait encore user de son rang par la familiarité. Je me levai avant qu'il ne puisse finir. Je lui dis qu'il n'y avait plus rien à discuter, pas ce soir, pas en privé, pas après des années à n'être utile que lorsque j'acceptais de rester petite. Puis je ramassai mon sac. La juge Caldwell se leva à mes côtés sans un mot. Alors que nous marchions vers la porte, je pouvais sentir chaque regard de la pièce nous suivre. Mais pour la première fois de ma vie, cette attention ne ressemblait pas à un jugement. Elle ressemblait à une rectification. Dehors, l'air de Boston était assez froid pour couper la chaleur qui me restait au visage. La juge Caldwell attendit que nous atteignions le trottoir avant de parler. Elle me demanda si j'allais bien. Je regardai une dernière fois par les hautes fenêtres de la façade et vis mon frère toujours debout là où je l'avais laissé, échoué dans les ruines de l'image qu'il avait passé toute sa vie à essayer de vendre. Puis je me détournai et dis la chose la plus vraie que j'ai ressentie de toute la nuit, j'y vais maintenant. Dès le lendemain matin, l'histoire avait déjà commencé à circuler dans les cercles privés que mon frère avait passé toute sa vie d'adulte à essayer d'intégrer. Non pas parce que je l'avais raconté à qui que ce soit, je n'en avais pas besoin. Les milieux de ce genre ont leur propre façon de propager l'humiliation, surtout quand celle-ci expose le caractère plutôt que de simples mauvaises manières. Des fiançailles rompues lors d'un dîner de famille officiel auraient déjà été un sujet de ragot en soi. Des fiançailles rompues après que le marié a essayé de cacher que sa sœur était une juge fédérale respectée devinrent tout autre chose. Cela devint un avertissement. En une semaine, la réputation si soigneusement entretenue de mon frère commença à se fissurer de part et d'autre sans qu'il puisse la colmater. L'un des associés principaux de son cabinet connaissait le juge Ward depuis des années grâce à des œuvres de bienfaisance juridique et des événements du barreau, et dès le lundi après-midi, mon frère fut convoqué à une réunion pour laquelle il n'était pas préparé. Personne ne l'accusa d'avoir commis un crime. Ils firent pire, ils mirent en doute son jugement, son honnêteté et la version de lui-même qu'il vendait à ses clients et collègues. Un homme peut survivre au fait d'être détesté dans ces milieux, ce qu'il ne peut pas survivre, c'est d'être perçu comme petit, vain et fondamentalement indigne de confiance. Il fut d'abord écarté d'un projet majeur de développement de clientèle. Puis il perdit le soutien interne sur lequel il comptait pour sa promotion. 3 semaines plus tard, le cabinet demanda sa démission. Ils formulèrent cela poliment, bien sûr les gens le font toujours quand ils veulent que les dégâts paraissent civilisés, mais c'était tout de même une fin, et ils le savaient. L'effondrement ne s'arrêta pas là. Sans le mariage, sans l'argent nouveau, sans l'ascension sociale vers laquelle il tendait, la vie qu'il avait conçue commença à se désagréger plus vite que je ne l'aurais imaginé. Il louait un appartement qu'il ne pouvait plus se permettre car il prévoyait d'entrer dans une vie bien plus luxueuse par son mariage. Il avait des dettes cachées sous des vêtements élégants, des dîners raffinés et des sourires de réseautage. Une fois l'emploi disparu, le reste suivit. L'appartement partit le premier, puis la voiture, puis l'image.
À la fin de cet hiver-là, le même homme qui avait jadis décidé que j'étais trop embarrassante pour être revendiquée appelait des gens qu'il ne respectait plus depuis des années, demandant des présentations, des faveurs, du travail. La plupart ne rappelèrent pas. Mes parents firent ce que font toujours les gens comme eux lorsqu'un mensonge finit par coûter trop cher, ils réécrivirent l'histoire. Au début, ils me supplièrent de lui parler. Puis ils me supplièrent de ne pas être cruel. Puis ils essayèrent de présenter toute l'affaire comme un malentendu familial qui avait en quelque sorte dégénéré hors de proportion. Ma mère m'envoya un courriel de 4 pages sur le pardon, la loyauté et la façon dont les frères et sœurs ne devraient jamais laisser des étrangers se mettre entre eux. J'en lus exactement la moitié du premier paragraphe avant de le supprimer. Mon père laissa 2 messages vocaux qui semblaient plus las que désolés. Il dit que la famille tombait en lambeaux. Il dit que mon frère subissait une pression insupportable. Il dit que j'avais toujours été la plus forte et que je devrais savoir quand laisser tomber. Ce fut le moment où je compris une dernière vérité à leur sujet, ils ne voulaient pas de justice, ils voulaient un accès. Ils voulaient la version de moi qui absorberait l'injure en silence pour que les autres puissent retourner à leur vie sans conséquence. Cette version de moi n'existait plus. Je changeai de numéro, filtrai leur courriel et donnai pour instruction à mon assistant de refuser toute livraison personnelle arrivant à mon cabinet sans examen préalable. Je ne le fis pas par colère, je le fis par clarté. Il y a une différence, et l'apprendre a changé ma vie. Geneviève ne retourna jamais vers lui. Un mois après le dîner, je reçus une courte note manuscrite de sa part. C'était simple, bien plus honnête que tout ce que ma propre famille m'avait envoyé. Elle me remerciait sans essayer de se placer au centre de la douleur. Elle écrivait que voir avec quelle facilité un homme pouvait diminuer sa propre sœur l'avait forcé à se confronter à la fréquence avec laquelle le charme est confondu avec le caractère. Elle terminait en disant que ce qui s'était passé à ce dîner l'avait peut-être embarrassée, mais que l'épouser l'aurait détruite. Je gardai la note, non pas parce que nous étions devenus proches, mais parce que la vérité est rare, et j'ai appris à la respecter partout où elle apparaît. Quant à moi, je fis ce que j'avais toujours fait. Je retournai au travail. Je lus des dossiers, entendis des plaidoiries, écrivis des avis et construisis ma vie de la manière régulière et disciplinée que j'avais toujours suivie. La différence était qu'il n'y avait plus une part de moi qui attendait que ma famille comprenne qui j'étais. Cette attente avait été plus pesante que je ne le réalisais. Une fois disparu, tout devint plus limpide. Environ 11 mois après le dîner, un poste se libéra au premier circuit, et pour la première fois, mon nom ne fut pas seulement mentionné discrètement, ma candidature fut sérieusement avancée. La juge Caldwell me soutint sans hésitation. Le juge Ward, à son crédit, fit quelque chose que je n'avais jamais demandé et que je n'attendais pas, il s'exprima publiquement, de la manière professionnelle appropriée, sur ma rigueur, mes écrits et mon tempérament. Il ne le fit pas par faveur, il le fit parce qu'il y croyait. Cela comptait davantage. Quand je fus finalement nommé, les seules personnes qui semblèrent surprises furent celles qui n'avaient jamais pris le temps de me connaître. Le processus d'audition fut long, exigeant, et exactement le genre de travail que je respectais. Quand la confirmation arriva, je ne pleurai pas. Je pensais à la petite table près de la porte de service. Je pensais à tout le mal que mon frère s'était donné pour me faire disparaître. Et je pensais au fait qu'en fin de compte, la seule personne effacée de ce monde, c'était lui. Ma prestation de serment eut lieu dans une salle d'audience cérémonielle bondée, éclatante de lumière hivernale et remplie de gens qui m'avaient choisi pour les raisons qui comptent. La juge Caldwell était là. Le juge Ward était là. D'anciens assistants, des collègues, du personnel et les personnes qui m'avaient vu à mon meilleur comme à mon pire étaient présents. Mes parents ne furent pas invités. Mon frère ne fut pas prévenu. Certains appelleraient cela de la dureté. J'appelle cela de la précision. La famille ne se prouve pas par le sang quand le sang a été utilisé comme levier, silence et honte. La famille se prouve par le respect. Par qui dit la vérité sur vous quand mentir serait plus facile? Par qui se tient à vos côtés sans vous demander de vous effacer d'abord? C'est la leçon que mon frère a payé cher pour apprendre, et le coup a continué de grimper longtemps après la fin du dîner. Il a perdu les fiançailles qu'il pensait voir l'élever. Il a perdu le plan de carrière qu'il avait bâti sur la performance plutôt que sur la substance.
Il a perdu le foyer qu'il ne pouvait pas maintenir sans l'avenir qu'il croyait garanti. Mais la chose la plus coûteuse qu'il ait perdue est quelque chose qu'il ne retrouvera jamais, il a perdu le droit de dire qu'il avait une sœur qui répondrait encore s'il appelait. S'il y a une valeur quelconque à ce qui s'est passé, c'est celle-ci, les gens qui vous aiment vraiment n'auront jamais besoin que vous deveniez plus petit pour qu'ils puissent se sentir plus grands. Et les gens qui vous demandent de disparaître pour leur confort ne protègent pas la famille, ils se révèlent eux-mêmes. Parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas l'humiliation, ni les cris, ni la destruction. Parfois, c'est de rester immobile dans la vérité assez longtemps pour que tout le monde voie qu'il y avait de la valeur depuis le début. Chez Riven Jargon, notre équipe travaille toujours dur pour créer des histoires significatives et engageantes qui laissent aux spectateurs des leçons précieuses. Nous voulons préciser qu'il s'agit d'une histoire fictive créée à des fins de divertissement et d'éducation, dans le but de partager des messages positifs et des perspectives de vie utiles. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. Veuillez suivre et soutenir Riven Jargon afin que nous restions motivés à créer d'autres vidéos de haute qualité et captivantes pour vous.